Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc avec vous, Monsieur Elmimouni El Hassan, inspecteur de génie électrique, enseignant à l'école Fast City, donc des sciences d'ingénieur pour les classes de sciences maths B. Je suis là avec vous pour vous donner un petit résumé concernant cette matière pour la préparation d'examen, et cela rentre dans le cadre d'une stratégie qu'a déployée l'université privée de Fès pour aider les jeunes dans ces situations qu'on connaît concernant cette conjoncture de la coronavirus. Bien, que Dieu nous protège tous. Bien, alors, notre plan est le suivant. Donc, on va essayer de faire 4 séances d'une demi-heure pour couvrir un peu l'ensemble du programme. Bien sûr, le programme réduit qui est en relation avec la conjoncture coronavirus. Comme vous savez, donc, notre programme de SI est basé principalement sur 3 grands modules. Donc, il y a l'aspect fonctionnel et l'aspect mécanique et l'aspect électrique d'un certain système. Bien, donc, dans le cadre de ce résumé, comme j'ai dit, c'est un résumé très réduit pour pouvoir un peu être très utile et très efficace et prêt à l'emploi pour préparer les examens. Donc, comme j'ai dit, le programme a été réduit et donc on va traiter de l'analyse fonctionnelle et de l'aspect mécanique, mais qui a été réduit, on va en parler, et l'aspect électrique. Alors que tout ce qui concerne la partie chaîne d'information, comme vous le savez, a été supprimé, vous connaissez la raison. Bien, donc, à la barakatillah, donc on va commencer par l'analyse fonctionnelle. Donc, l'analyse fonctionnelle, il s'intéresse à l'aspect fonctionnel d'un système, d'un objet qu'on trouve dans le commerce. Donc, cet objet qu'on trouve dans le commerce, il faut le concevoir et il faut le réaliser. Donc, il y a l'approche de l'analyse fonctionnelle. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle a pour but? Il a pour but de recenser toutes les fonctions qui sont en relation avec cet objet. Et dans ce cadre, on trouve 2 types de fonctions. Soit les fonctions générales, qu'on appelle des fonctions de service, que quiconque peut le comprendre, particulièrement le client qui va utiliser ce produit, une fonction de service telle que fermer, ouvrir, etc. Et on trouve aussi les fonctions techniques. Et là, les fonctions techniques sont principalement comprises et ça concerne uniquement les concepteurs, les techniciens et les ingénieurs. De cela, on tire qu'il y a 2 types d'analyse fonctionnelle. Il y a l'analyse fonctionnelle externe qui s'intéresse uniquement à l'extérieur de l'objet, en particulier ces fonctions de service qui sont compréhensibles par quiconque, et les fonctions, donc il y a l'analyse fonctionnelle interne qui s'intéresse à l'intérieur de l'objet et qui va bien sûr concerner uniquement les concepteurs. Donc on va, chaque analyse fonctionnelle, chaque type d'analyse fonctionnelle externe ou interne a ses outils. Donc on va brièvement balayer rapidement ces différents outils pour insister sur l'essentiel qui vous permettra de mettre les points sur les i pour être efficace dans la préparation de vos examens. Bien, donc le premier outil qu'on trouve, c'est l'outil le diagramme de la bêta corne. Comme vous voyez, il a une forme de corne d'une bête et donc il répond à 3 questions. Donc dans l'examen, vous aurez donc généralement à compléter ce diagramme. Soit on vous donne tout à compléter, soit généralement ici on va indiquer la fonction principale du système. Donc la première question, à qui rend le service? Généralement c'est le client. L'utilisateur. On peut dire toujours l'utilisateur, mais on peut préciser qui est cet utilisateur. Un dentiste, je ne sais pas, ça dépend de l'objet. Mais on peut répondre par utilisateur. Sur quoi il agit? Sur la matière d'œuvre sur laquelle il va agir. D'accord? Vous allez la comprendre en fonction de la situation et de l'objet. Là, c'est le nom du système, et là, on indique la fonction principale du système ou la fonction globale du système. À quoi ça sert? Donc, tout ça, on peut le résumer. Le produit, qu'est-ce qu'il fait? Il rend service au client en agissant sur la matière d'œuvre pour satisfaire le besoin. Donc,
Comme deuxième outil, donc on vous demandera toujours ça dans les examens, de remplir cet artigramme, ce diagramme, cette boîte noire, d'accord, où on indique généralement la matière d'œuvre à l'entrée, la matière d'œuvre à la sortie. Qu'est-ce qu'on entre, qu'est-ce qu'on sort. Donc, et là, c'est la fonction, qu'est-ce qu'il fait. Donc on peut résumer ici ça. À partir de quoi la matière d'œuvre d'entrée, qu'est-ce qu'on produit à la fin, la matière d'œuvre de sortie, et le nom du système, qu'est-ce qu'il fait pour faire ça. D'accord. Et là, des éléments de contrôle des éléments de contrôle qu'on va voir, donc qui nous disent, qui participent à ce que cette fonction soit réalisée dans de bonnes conditions. En particulier, qu'est-ce qu'on trouve dans ces... En particulier, qu'est-ce qu'on trouve dans ces éléments, ces données de contrôle? On trouve l'énergie, d'accord? L'énergie, la configuration pour configurer le système pour qu'il travaille soit en mode manuel, en mode automatique, et des réglages, par exemple, un système qui doit fonctionner à une certaine vitesse, puis une autre fois on va le régler à une autre vitesse, etc. Et l'exploitation, c'est-à-dire on arrête le système, on le démarre, etc. Un troisième outil, donc je reviens un peu pour préciser quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande généralement? Soit de donner ici le nom, la fonction globale, soit de donner ici la matière d'œuvre à la sortie, etc. Et comme vous savez ici, donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a d'autres sorties qui ne sont pas principales, telles que des messages. Par exemple, la machine, il sort des bouteilles remplies avec un certain liquide, par exemple, c'est la fonction principale, et la matière d'œuvre, donc elle est sortie, remplie. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a par exemple une signalisation que la bouteille est sortie, un voyant lumineux, donc ce sont des sorties supplémentaires, complémentaires. Et il y a aussi les pertes, les nuisances, tout ce qui est indésirable. Et ce sont des pertes pour le système. Le troisième outil concernant l'analyse fonctionnelle externe, on s'intéresse toujours au système de point de vue externe. Donc le troisième outil, c'est ce qu'on appelle le diagramme pieuvre, comme l'indique son nom, il ressemble à un pieuvre, vous savez, qu'on trouve dans la mer, donc un être vivant de sous-marin, d'accord, marin, d'accord. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc au centre, on a le produit, le nom du produit, et on a tous les éléments extérieurs qui sont avec lui, son environnement, tous les éléments qui sont avec lui. Et tout ce qui relie deux éléments de l'environnement à travers le produit, ça s'appelle une fonction principale. Parce que généralement, par exemple, ici le client, ici la matière. Qu'est-ce qu'il fait le système? Il produit ce qu'il produit avec cette matière pour le client. Donc là, c'est une fonction principale. Après, c'est ce qu'on appelle les fonctions principales. Après, il y a d'autres fonctions comme celle-là et celle-là. Ce sont des fonctions de contrainte. Cette fonction de contrainte, ce n'est pas une fonction pour laquelle a été fixé le système, mais c'est une contrainte qu'on dit, par exemple, le système, je ne sais pas, par exemple, disons un positionneur de parabole. D'une antenne parabolique, par exemple. Un positionneur d'une antenne parabolique, qu'est-ce qu'elle a? Il permet au client d'orienter la parabole vers un satellite donné. Mais on va dire au constructeur, attention, il faut que notre système soit résistant à la pluie, au soleil, etc. Donc ça, ce n'est pas une fonction qui contribue vraiment, qui le permet vraiment d'orienter la parabole comme fonction principale. Mais c'est une fonction de contrainte avec laquelle on va contraindre le concepteur à ce que notre système travaille dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on appelle les fonctions de contrainte. Et généralement, qu'est-ce qu'il lie? Il lie l'objet à un certain élément extérieur. Fonction de contrainte, fonction de contrainte, fonction principale, fonction principale. Bien, après, maintenant, on va attaquer l'analyse fonctionnelle interne. Cette fois-ci, on va être plus technique. Donc ça concerne uniquement les techniciens et les ingénieurs. Bien alors, ce diagramme, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il part des fonctions de service, d'accord? Et il doit arriver à la solution qui doit être faite, d'accord? Par exemple, ouvrir la porte, par exemple. Ouvrir la porte,
La solution technologique, ça, ouvrir la porte, c'est compréhensible par tout le monde. Mais finalement, je vais arriver là, avec une solution utilisée, par exemple, ça. Ça, c'est la solution technologique. Et pour arriver là, il faut passer par un travail de l'esprit, où on trouve des fonctions techniques. Cette fois, on l'appelle des fonctions techniques. Voilà. Donc, dans le développement de ce diagramme qu'on appelle FAST, d'accord, on part de la fonction principale et on commence, qui est une fonction du service principal, aux fonctions de contrainte, qui est une fonction de service, donc qui fait partie du domaine externe, compréhensible par quiconque. Alors après on commence à développer. Dans le développement, on peut trouver cette structure. Cette structure, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour réaliser cette fonction, il faut réaliser une fonction technique en même temps, simultanément. Là, si on trouve un diagramme comme ça, ça veut dire que le concepteur a le choix. Il peut, pour réaliser cette fonction technique, service avec une fonction technique, je peux réaliser soit ça, soit ça, soit ça. Donc vous voyez, il y a ici, ils ne sont pas reliés, c'est le ou. Donc là, on a un exemple que vous pouvez voir à tête reposée, donc quand vous allez voir ce résumé. Donc là, il y a un système, un store automatisé, d'accord, qui permet de se dérouler et s'enrouler automatiquement, donc pour protéger le client des rayons intenses du soleil. D'accord. Là, on a toute la structure, d'accord, on a toute la structure, donc la toile, le moteur et le tambour, donc la partie électronique, les capteurs, etc. Et donc là, en mémorisant un peu ça, ou bien voilà. Par exemple, pour positionner la toile du store, celle-là. Pour positionner la toile, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va réaliser ces trois fonctions en même temps, ces fonctions techniques. Bien, pour réaliser cette fonction technique, il faut d'autres fonctions techniques. Et d'ailleurs, dans le développement, comment on va appeler ça? On va appeler ça, par exemple, FP. Ça va être FT1, fonction technique 1, FT2, FT3. Maintenant, on développe de plus. Le travail de l'esprit nous a emmené à développer encore plus. Donc FT1, il sera FT11, FT12, FT13. Donc vous trouvez souvent ça dans les diagrammes que vous allez avoir dans l'examen. Donc, positionner la toile du store, il faut dérouler, enrouler. Pour dérouler, enrouler, qu'est-ce qu'il faut? Il faut gérer. Il faut distribuer l'énergie, il faut convertir l'énergie, il faut adapter l'énergie. Pour gérer l'énergie, c'est quoi? C'est le système de commande, l'électronique. Distribuer l'énergie, c'est un relais, ainsi de suite. Donc, c'est un diagramme qui vous situe très très bien avec le système. Et une petite recommandation, un petit conseil, lisez attentivement ça et patiemment dans l'examen parce que c'est d'une grande richesse pour vous. Ça vous permet de mettre dans le bain du sujet. Cela dit, il ne faut pas négliger cette partie analyse fonctionnelle dans la partie examen. Généralement, elle est sur 2 sur 20, soi-disant 2 sur 20. Comme l'examen, généralement, est noté sur 80, donc il prend 4 points. Il ne faut pas dire que 4 points, c'est négligeable, ce qui revient à 2 points. Non, 8 points sur 80. Donc c'est 2 points sur 20. Donc il ne faut pas dire que c'est négligeable. D'ailleurs, c'est gagné. Normalement, l'analyse fonctionnelle, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Donc, ces 2 points sont gagnés. Mais le gain que vous allez gagner, en plus des gains des points, c'est que vous allez gagner la compréhension et l'appréhension du système. En lisant tranquillement la partie concernant l'analyse fonctionnelle, avec tous les documents ressources que vous allez avoir dans l'examen, en finissant la partie analyse fonctionnelle, vous sortez avec une très bonne idée. Généralement, 90%, 80% de la compréhension du système. Et ça vous aide dans la suite. Donc, il ne faut pas négliger ça. Bien, finalement, on arrive à un dernier outil qui relève de l'analyse fonctionnelle interne et qui est le SADT. Donc, là, c'est à peu près comme le FAST, mais un peu, il est plus enrichi, plus complexe et plus détaillé. Chaque chose qui est plus détaillée, plus précise, automatiquement, elle est plus complexe. Donc là, on part de la fonction globale. Qu'on a vu dans l'axigramme de la fonction globale, qu'on note 1-0.
Encore, on note 1-0 lorsqu'elle est toute seule, comme la fonction globale, comme ici. Exactement comme ici. S'il est comme ça, on l'appelle la fonction globale. Mais une fois on parle de SADT, son nom devient A-0. C'est comme ça, pour l'admettre. Voilà, après, on la développe. Le premier développement, ça va s'appeler A0 parce qu'on l'a développé. Ce n'est plus A-0. A-0 n'est pas développé. Une fois on l'a développé, ça s'appelle le niveau 1. Le niveau, le premier niveau, le niveau A0. Mais pas tiré. Mais il est formé de plusieurs boîtes, plusieurs actigrammes. A1, A2, A3, bien sûr, il y a une liaison logique entre elles, c'est en fonction du fonctionnement du système. Après, et ainsi de suite, d'une façon itérative, on continue. A1, on va le développer en AA. A1, il devient A11, A12, ainsi de suite. Ici, si je développe ça, c'est la même chose. Donc, et là, le développement continue jusqu'à ce qu'on arrive aux solutions qu'on veut. Voilà, toujours avec notre système. Ça, c'est la fonction, le petit store que nous avons vu tout à l'heure. Donc, le positionneur automatiquement sort, c'est la fonction globale. Donc, on peut l'appeler ça A-0. D'accord? Maintenant, on l'a développé. Il est devenu A0. Voilà, donc, on trouve un peu la structure du système. Tous les systèmes qui lient les éléments du système, qui contiennent le système et la relation logique et bien sûr raisonnable entre les différents AJ. D'accord? Ici, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation agit sur tout le reste. D'accord? Ici, on acquis les informations. Donc, l'entrée, c'est quoi? C'est les variables des capteurs. D'accord? Le soleil et la vitesse du vent. D'accord? Après, une fois on acquis, on attaque la partie traitement. D'accord? Vous voyez? Et ainsi de suite. C'est un enchaînement logique. Donc là, dans l'examen, qu'est-ce qu'on vous donne? Soit compléter certaines choses qui sont logiques, soit ici, par exemple, vous allez dire, c'est automatiquement, qu'est-ce qu'on va acquérir? On va acquérir les capteurs, l'état des capteurs. Et ainsi de suite. Là, qu'est-ce qu'on traite? Et ainsi de suite. Donc, c'est très logique. Bien, le cahier de charge fonctionnel. Donc, généralement, dans l'examen, on donne le cahier de charge fonctionnel. Qu'est-ce que le cahier de charge fonctionnel? Le cahier de charge fonctionnel, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de voir. D'accord. Là, dans un cahier de charge fonctionnel, c'est un contrat entre l'utilisateur, entre le client et le concepteur. D'accord. Une fois on le fait, tout le monde doit être d'accord sur ce qu'on a fait dans ce cahier de charge, qui est le résumé de toute l'étude qui a précédé. Et là, qu'est-ce qu'on définit? Donc, on définit un tableau, d'accord? On va étudier chaque fonction. Chaque fonction, que ce soit principale ou de contrainte, on va lui donner des critères d'appréciation, d'accord? Des niveaux de critères d'appréciation et des flexibilités. Pour expliquer tout ça, c'est expliqué ici, mais donc on va voir tout de suite un exemple avec le store. Donc, par exemple, la fonction FP1, d'accord, donc si on voit c'est dérouler, donc dérouler le store, le rouler ou le dérouler. Donc là, le critère, c'est quoi? Pour apprécier cette fonction, est-ce qu'elle est bien faite ou non, on précise un critère. C'est quoi ce critère? C'est le délai. Le délai de la descente ou de la montée. Voilà, on a créé un critère. Ce critère, c'est pas quelque chose qui est normalisé ou il se trouve partout, mais ça dépend du système. Dans notre système, celui-là, on veut apprécier la descente et la montée du store. Dans une porte, la fermeture ou l'ouverture, et ainsi de suite. Ça dépend du système. Maintenant, on lui dit un niveau d'appréciation. Comment on va apprécier ce délai? Est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? On vous dit qu'il doit être autour de 3 minutes. Mieux que ça, on doit donner un degré de flexibilité, un niveau de flexibilité. Est-ce que 3 minutes, c'est quoi? 3 minutes, plus ou moins 2 secondes. Donc là, ça doit déjà rentrer dans une classe de flexibilité faible. D'accord? Encore 2 par rapport à 3 fois 60, ça fait 180, c'est quand même peu. Donc là, on commence déjà à rudoyer les choses. D'accord? Là, c'est une flexibilité faible. Ça veut dire on ne veut pas que ça dépasse ça. C'est très précis.
Ça peut être une flexibilité moyenne, par exemple, imaginez, il vous dit 3 minutes plus ou moins 20 secondes. Là, on va être avec une flexibilité moyenne, on est tolérant. Donc la flexibilité, il vous dit comment doivent être les choses. Les choses doivent être faites. Voilà, la descente c'est la même chose. Ici, par exemple, on vous dit le niveau sonore. 20 dB, là c'est un peu en relation avec l'acoustique, ça veut dire on vous dit que le système ne doit pas, mais c'est une fonction de contrainte. Là, ce n'est pas une fonction qui nous permet de descendre, de remonter les stores. C'est une fonction de contrainte qui va contraindre le concepteur à respecter ça pour que notre système ne soit pas bruyant. Il dérange l'utilisateur ou autre. D'accord? Là, on vous dit qu'il ne doit pas dépasser dans l'échelle des décibels. Dans l'échelle des décibels, on ne doit pas dépasser 20 dB avec plus ou moins de 2 dB. Là, on arrive donc à la structure fonctionnelle. Donc là aussi, là, généralement, pour revenir un peu là, généralement, on ne vous donne pas des questions sur ça. On vous donne ça uniquement pour présenter les caractéristiques, pas toutes. Certaines caractéristiques du système que vous allez, à travers l'examen, à travers le sujet, vous allez vérifier, faites des calculs et venir vérifier avec le cahier de charge est-ce que ce qu'on a calculé est bon ou non. Donc généralement, on ne vous donne rien à remplir ici. Par contre, comme j'ai dit ici, donc là, vous remplissez certaines choses, là aussi, vous remplissez certaines choses, là aussi, vous remplissez les solutions technologiques, on vous donne ça vide, les textes lacunaires qui sont vides, et là, vous remplissez ce qui manque, ou bien ici, suivant la logique des choses. On arrive finalement à la structure fonctionnelle du système. Donc notre programme, tout le programme des sciences d'ingénieur est basé sur ce joli schéma. D'accord? Tous les systèmes qu'on va étudier dans les sciences d'ingénieur, baccalauréat sciences maths ou autres, sont généralement régis par ce modèle. Tout système peut être modélisé par cette structure. Donc, dans cette structure, je ne vais pas la détailler, vous l'avez fait, mais c'est juste un résumé. Il y a une chaîne d'informations qui traite toutes les informations concernant ce système et une chaîne d'énergie qui s'occupe de tout ce qui est traitement d'énergie du système. Eh bien, un petit rappel, cette partie, on n'a plus dans l'examen. Donc, avec la conjoncture de la Covid-19, donc il n'y a plus ça dans l'examen. Mais, attention, d'après ce qui est dit dans le cadre référentiel, on dit que cette partie sera étudiée, mais seulement d'un point de vue fonctionnel. Par exemple, on peut vous donner ce diagramme-là et vous dire quels sont les capteurs utilisés. Là, ça ne vous demande rien. Il suffit de lire le texte et savoir les capteurs qui sont utilisés. Il suffit ici de les citer. La même chose ici. Traiter, on ne va pas vous demander de faire des circuits logiques ou autres. On va seulement vous dire le système il est commandé par quoi? Par une carte électronique, par un ordinateur, par un API, automate programmable et industriel, etc. Mais les détails de ça, vous ne l'avez pas dans l'examen. Donc ici, la partie chaîne d'énergie, c'est là où il y a un peu de travail. Donc il y a tout ce qui est alimenté, tout ce qui relève de distribuer, tout ce qui relève aussi de convertir. La partie transmission, elle a été réduite pratiquement de la moitié. Qu'est-ce qu'il y a de l'examen? Il y a uniquement la partie dessin, tout ce qui est dessin industriel, les vues, les coupes, etc. Et les liaisons mécaniques et la réalisation des liaisons mécaniques, les solutions constructives des liaisons mécaniques, à savoir la liaison encastrement et guidage en rotation et le guidage en translation. Bien, donc là, ça résume le système aussi. Là aussi, tout le système, on peut le résumer là. En indiquant les solutions constructives qu'on a fait dans chaque fonction, donc le système peut être résumé là. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande en général? Soit de remplir la solution constructive qui a été utilisée pour alimenter, ou pour distribuer, ou pour convertir, etc. Ou bien, parfois, on vous dit remplir ça. Quelles sont ces fonctions? Donc, généralement, c'est simple, mais voilà. Donc, on a fini avec l'analyse fonctionnelle. Maintenant, pour terminer cette partie, donc là, on a indiqué avec ce joli dessin, donc ce joli diagramme,
on vous rappelle un peu tout ce qu'on peut trouver dans la fonction acquérir, les solutions technologiques pour acquérir, pour traiter, par exemple, un automate programmable, on a un ordinateur, on a un microprocesseur ou un microcontrôleur, ainsi de suite. Les capteurs, soit les capteurs analogiques, TOR, mais généralement, on ne va pas parler de ça. Généralement, on va vous donner ce qui est logique, uniquement le capteur température, capteur de position, etc., etc. Donc là, de même ici, on va voir, pour alimenter, on trouve ici, le réseau ici, il est resté le réseau EDF de la France, Électricité de France, mais c'est pas grave. Donc, par contre, nous, on est avec l'ONE, donc l'Office national d'électricité, les batteries, les accumulateurs. Pour la fonction distribuée, on trouve les contacteurs, les relais, les variateurs de vitesse, etc. Pour les convertisseurs, on trouve soit les moteurs électriques, soit les vérins, généralement. Et là, tout ce qui est transmission de mouvement, tout ça. Donc tout ça, donc on a beaucoup de choses, vous ne l'aurez pas, comme j'ai dit, tout ce qui est transmission de mouvement, transmission de puissance, avec ou sans transmission de mouvement, a été supprimé. Et plus les accouplements et les embrayages. Donc qu'est-ce qui est resté dans la partie mécanique? Le dessin, les assemblages mécaniques, ça veut dire liaison encastrement, guidage en rotation, guidage en translation, et les liaisons mécaniques et les schémas cinématiques, bien sûr. Bien. Donc on attaque la partie dessin. Donc la projection orthogonale fait qu'on veut voir un objet projeté sur un plan perpendiculaire ou orthogonal. Donc voilà, on imagine l'objet à dessiner dans un cube, d'accord, et on se met parallèlement, d'accord, perpendiculairement par rapport à ce plan, et on projette ce qu'on voit. Je vois ce point, etc. Donc je ne vais pas faire le détail de ça. Vous le connaissez très bien. Donc généralement, ça c'est un petit rappel pour ceux qui veulent le dire, mais généralement ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. On note ce qui suit. 3 vies sont suffisantes. D'accord? Pour décrire les caractéristiques et les dimensions d'un objet. Par convention, on utilise les vues de face, de droite et de dessus. D'accord? La vue de face est la vue la plus représentative. Il n'y a pas de convention, la vue de face doit être ça ou ça. La vue qui est plus représentative pour le concepteur, ça devient sa vue de face. Ça, très important. Quand on dessine de vue, les vues de gauche, droite et de face sont alignées horizontalement. Ça, je peux le trouver ici. Je peux déduire ça de là, horizontalement. La même chose, ça, je peux le déduire ici, verticalement. Mais une relation entre ça et ça, je ne peux pas la trouver directement, ni verticalement, ni horizontalement. On passe par la droite à 45 degrés. Donc ça, ce n'est qu'un petit rappel. Alors, ça, certaines vues, certains dessins ou des vues particulières. Quand vous voyez ça, c'est qu'on a limiter la vue, ça veut dire on s'est intéressé uniquement à cette partie. Ça s'appelle une vue partielle. D'accord? Une vue interrompue. Remarquez ça, imaginez que cette distance-là, elle est très très longue. Il n'apporte aucune information. C'est toujours la même chose. Donc ça ne sert à rien de le dessiner. Sinon, nous aurons besoin d'une grande surface, un grand papier de dessin, un grand format de papier pour le dessiner. Alors on fait ça, on fait une coupe interrompue. Et donc vous comprenez que de là à là, c'est la même chose. Ça s'appelle une vue interrompue. Donc vous voyez, là, c'est une demi-vue ou un quart de vue. Ça veut dire que ce qui est là est la même que ce qui est là. Si vous voyez ce type de vue, ce qui est là est le même que ce qui est là. Mieux encore, un quart de vue. Ce qui est là, il est symétrique là. Et là, il est symétrique par rapport à là. Donc ça ne sert à rien de le dessiner donc complètement. Le dessinateur va très très bien en déduire comment ça se passe. Là, vous voyez, c'est un cylindre, d'accord? On a relevé de la matière de cette façon pour représenter ça. Donc, si on le dessine classiquement, il n'y aura pas ces traits en diagonale. Vous aurez ça. Mais je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Je ne peux pas savoir que c'est plat.
Alors pour l'indiquer, donc ça peut être cylindrique ça, mais pour l'indiquer, on ajoute ces deux diagonales en trait fin pour indiquer que cette partie elle est plate. Et ça s'appelle un mets-plat. Comme si vous l'aurez compris, ça on va l'utiliser dans les liaisons encastrement pour bloquer la rotation d'un arbre par rapport à un moyeu, un alésage. D'accord? Pour lier deux éléments en rotation, on fait un mets-plat ici dans l'arbre et on fait un mets-plat aussi dans l'alésage ou le moyeu. Voilà, donc je passe pour les autres, donc c'est pas très important par rapport aux autres. Alors on passe à une partie très importante de dessin technique, à savoir les coupes. À quoi ça sert la coupe? Donc si vous remarquez là, ça c'est une vue de face. Si je vois ça c'est la vue de face. Par exemple, on a choisi ça comme vue. Si je vois de vue de gauche, je vais voir ça. Il y a plein de traits cachés, mais je ne peux pas très bien comprendre comment ça marche, comment ça se passe, comment est le système. Parfois, c'est encore pire que ça. Il y a tellement de traits cachés qu'on ne comprend rien. Alors, d'où l'idée de couper la pièce. Couper la pièce, on va enlever cette partie, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On indique uniquement en principe, dans une coupe, on montre uniquement ce qu'on voit. Les traits cachés ne sont pas représentés, sauf s'il y a vraiment un détail. Mais dans l'examen, si on vous demande avec les traits cachés, vous faites les traits cachés. Par exemple, là, sûrement, il y aura des traits cachés, on peut les trouver, mais ce n'est pas le moment. D'accord? Donc, la coupe, son intérêt, c'est de nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, à la pièce, les usinages qui sont faits, les détails, etc. Et comme vous voyez, ça, c'est beaucoup plus parlant. Ça, c'est beaucoup plus parlant que ça. Alors, tout ce qui a été touché par la scie, on le représente par du hachir pour indiquer que ça, c'est de la matière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de la matière, c'est un vide. En l'occurrence, ici, ce sont des trous. D'accord? Un trou, d'accord? Alors, ça, les hachures indiquent ce qui a été coupé, dans le plan de coupe, bien sûr, ici. Les hachures, il y a des types de hachures. Par exemple, ça, c'est pour usage général, tous les métaux et alliages. Lorsqu'on ne veut pas détailler, si on vous indique ça, par exemple l'acier en général, mais si vous voyez des hachures comme ça, ça veut dire deux traits rapprochés et sont éloignés de deux autres, ça veut dire que ça, généralement, c'est de l'aluminium. Les métaux et alliages légers, tels que l'aluminium. Une fois que vous voyez ça, vous savez que c'est de l'aluminium. Là aussi, c'est la même chose. Si vous voyez ce type de hachure, un trait court, un trait interrompu, d'accord, un trait complet et un trait interrompu, ça veut dire que ça c'est du cuivre ou du bronze si vous voulez. Généralement, on trouve comme généralement les coussinets. Les coussinets, comme vous allez voir dans les guidages en rotation, ils sont toujours dessinés comme ça veut dire qu'ils sont en bronze. Là, donc, c'est les matières plastiques. Là, c'est du bobinage électrique. Voilà, quelques petits détails. Encore. Ça, c'est ce qu'on appelle une nervure. Au lieu que toute cette pièce soit pleine, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Ça serait très lourd et très coûteux et parfois surplus, son poids il est surplus. Donc on fait cette nervure-là qui donne de la solidité à la pièce et qui rend la quand même légère. Alors là, d'après la norme, si on coupe normalement ici, on a ça. Imaginez qu'on coupe ici. On aura ça. Et ça, normalement, c'est juste, d'après les lois des dessins. Mais, comme c'est une dérogation qu'on fait, on dit, on ne va pas faire ça, parce que c'est très lourd, on va faire ça. Parce que, si on fait ça, c'est comme si cette partie, toute cette partie, elle était massive, elle était pleine. Alors là, c'est pour dire, une fois on voit ça, on sait très bien que c'est une nervure. D'accord? Et de même, pour les bras de poulie. Regardez, il y a des poulies qui ne sont pas pleines. Ils ont des bras, ce qu'on appelle des bras. D'accord? La même chose, quand on coupe, on doit avoir des hachures. D'accord? Comme ça. Et ça, c'est juste normalement.
d'après les normes de dessin. Mais comme dérogation à la règle, on dit pour ne pas dire au client, ou celui qui lit le dessin, que ça, il y a tout ça, il y a de la matière, il n'y a pas de la matière. La matière uniquement là, on ne fait pas des hachures. Ça, avec l'expérience, on voit tout de suite que c'est une poulie, et ça c'est un bras de poulie, donc il y en a 3 ici. D'accord? Répartis sur 2 pistes, à 2 pistes sur 3. La même chose, les éléments non coupés, un arbre ou un axe, à titre de précision, ça on peut dire que c'est un arbre. Mais généralement, puisque ne transmet pas de la puissance, on ne l'appelle pas arbre, on l'appelle axe. Bien que l'axe, normalement l'axe c'est ça. C'est un concept géométrique l'axe. D'accord? Mais là on l'appelle un axe pour le différencier d'un vrai arbre qui lui, il va transmettre de la puissance, comme un arbre de moteur, etc. Là uniquement, il fait uniquement une petite liaison pivot ici, donc de ça par rapport à ça. Donc cet axe-là ou un arbre ne change jamais coupé. Ça c'est juste. Si on fait cette coupe-là, ça c'est juste. Mais ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Faire des hachures, ça ne fait que surcharger le dessin. Là, c'est beaucoup mieux. Mais normalement, il est en coupe. D'accord? La même chose ici, les billes, on ne les coupe pas. Les vis et les boulons, donc, on ne les coupe pas. D'accord? Ça c'est juste, ça c'est pas, ce n'est pas correct. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas correct. Il ne faut pas le faire parce que ça charge. Regardez, là c'est beaucoup mieux. Par contre, si on coupe ici, et on voit de dessus, donc radialement, donc à ce moment-là, on voit le diamètre le cercle de la vis. À ce moment-là, on indique les hachures. On fait les hachures. Mais longitudinalement, les arbres, lorsqu'ils sont coupés longitudinalement dans la longueur, les hachures ne sont pas représentées. Dans ce cadre, comme on a dit, un arbre n'est pas coupé. Parce que ça n'apporte pas... Imagine qu'on coupe tout ça, on va trouver que des hachures partout. Mais puisque cet arbre a quelque chose d'un peu spécial ici, comme cette petite rainure là, on a fait une rainure pour faire des liaisons en rotation avec un alésage par exemple, vous le savez, vous le saurez. On fait une petite coupe locale, d'accord, au partiel, on fait une petite coupe uniquement ici pour montrer ce détail. Sinon, s'il n'y avait pas la coupe, je vais le faire en très caché parce qu'on ne le voit pas. D'accord? C'est là, pour les arbres, c'est les cas où on fait des coupes pour les arbres. Juste pour montrer des usinages locaux, une rainure, un trou, etc. On en arrive aux sections. Donc les sections, c'est comme les coupes, seulement dans la section, pour faciliter les choses, voilà, on va couper là. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir uniquement ce qui a été touché par la scie. Regardez, normalement, si on voit ça, on coupe, regardez ce qu'on voit en coupe. On va voir tout ça. On va voir, ça c'est le vide des trous, d'accord? Ça c'est le vide des trous, et ça, c'est les hachures, d'accord? De la partie qui a été touchée par la scie. La section, on représente uniquement ce qui a été touché par la scie. Là, dans le dessin, ça vous permet de représenter là où il y a de la matière, si vous voulez. C'est très précieux dans le dessin. Ça vous donne généralement, dans ce cadre-là, les sections peuvent être soit des sections de sortie, voilà, section, je fais une coupe là et je la sors ici. Je sors la section, d'accord? Ça m'indique qu'il y a de l'espace vide ici. D'accord? Là, c'est ce qu'on appelle une clé à pipe, d'accord? Pour boulonner ou déboulonner pour un assemblage, d'accord? Là, vous pouvez... là, regardez, ça m'indique qu'il y a de la matière ici, plein. C'est massif. Là, je ne donne pas comment dirais-je, de nom pour la coupe, parce que c'est évident, c'est juste à côté. Donc, c'est trivial, c'est évident que cette section, ça concerne comment dirais-je, ce plan. Par contre, si je veux la sortir ici, à ce moment-là, je dois lui donner un nom. Mais c'est une section de sortie, mais comme ici. Bien qu'il est un peu oblique, il est un peu spécial, voilà. Là, je l'ai sorti ici, je lui donne un nom. Parce qu'il n'a pas fait à côté. Là aussi. Il ne l'a pas fait ici.
Cette coupe-là, on la met ici. On n'a pas donné de nom. Cette section plutôt. Cette section-là, je l'ai coupée et je l'ai mets ici. Donc, je lui ai donné son nom. Là, si vous faites le nom, ce n'est pas grave, mais c'est évident, c'est trivial. La section rabattue, donc, c'est pour gagner un peu en place, tout ça. Au lieu de la sortir ici, d'accord, je vais voir ici. Ça, je peux le sortir. C'est la même chose. Cette section-là, je peux le voilà d'ailleurs. Vous avez les deux. Ici, la sortie. C'est la même section. Il est sorti et là, il est rabattu. Je le mets dans le dessin, dans cette place-là. Si ça ne gêne pas, ça permet de faciliter la lecture des dessins, avoir moins d'espace, occuper, etc., etc. Bon, on arrive aux formes techniques, d'accord, dans le dessin, pour parler le même langage. Il y a des formes qui se répètent, il faut leur donner un nom et ce n'est pas la peine de décrire cette forme, elle est comme ça, elle est comme ça. On donne le nom, on sait de quoi s'agit-il. Ben, les plus connus, donc, on trouve le chanfrein. Le chanfrein, c'est une gymnase qu'on fait dans le bout d'arbre et ici dans l'alésage. Généralement, son rôle, ça permet de faciliter la pénétration de ça ici. S'il était un peu brut et, comment dirais-je, raide, ça serait difficile de faire pénétrer ça ici. Donc les chanfreins, ça sert à ça. Et aussi, ça donne une forme qui n'est pas dangereuse pour l'utilisateur. Elle n'est pas saillante. Il y en a pas mal, la nervure, d'accord, un trou débouchant, d'accord, il part de là, il sort de là. Voilà, un trou débouchant, il part de l'extrémité vers l'autre extrémité. Un trou borne non débouchant, il n'est pas complet, d'accord. Là, un trou avec lamage, regardez ici, un petit trou, un petit cylindre et un autre cylindre, d'accord. Là, quel est son rôle? Généralement, c'est pour monter des vis et pour noyer la tête de la vis. La vis va rentrer complètement, il ne restera pas là, d'accord. On va la noyer, on va la cacher. La même chose ici, c'est la même chose, c'est la frisure avec des vis un peu spéciales qui ont une frisure, ils sont un peu inclinés. La tête, il y a un cône, d'accord. Ces deux, comment dirais-je, formes, ça s'appelle le lamage, c'est ça, et le fraisage, la frisure. Il y en a d'autres, donc l'épaulement, donc on va voir d'autres. Là, c'est une rainure classique, d'accord. Là, c'est une languette, c'est comme une langue qui sort. Et généralement, il se marie avec cette rainure. Là, c'est, comment dirais-je, une rainure, mais avec une forme de queue d'aronde. Le queue d'aronde, c'est la queue de l'hirondelle. La ronde, c'est l'hirondelle. L'hirondelle a donc une queue qui a cette forme. D'accord. Là, c'est le contenu, si vous voulez, contenu. D'accord. Voilà, ils sont assemblés les deux. La forme en queue d'aronde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi l'épaulement, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Voilà, ça résume tout. Donc, voilà, donc là, il y a un épaulement. D'accord? Là, c'est une gorge, un mets-plat, ainsi de suite. Je vous laisse. Ce sont des formes qu'on retrouve généralement. On peut aussi vous poser des petites questions sur ça. Là, un arrondi, généralement, c'est pour que ça soit facile, manipuler sans danger pour l'utilisateur. Là, un congé, un arrondi dans le sens inverse, c'est un congé, ainsi de suite. Voilà, donc. Alors, on arrive au filtrage taraudage. Donc, le filtrage taraudage, donc, ça occupe une partie prépondérante dans les assemblages mécaniques. Tout le monde connaît les vis et les boulons, les écrous, etc. Donc, en général, on appelle vis, une tige filetée s'appelle généralement vis. Ça, c'est une vis. On appelle ça vis. Ou bien une tige filetée. D'accord? Mais c'est une vis. Mais dans notre culture, la vis, c'est ça. Il a une tête et ça permet d'assembler. Mais tout ce qui est, toute tige qui est filetée s'appelle une vis en général. La même chose, l'écrou avec laquelle va s'assembler la vis. Un trou taraudé, là un trou, c'est pas un écrou ça, c'est un trou, une pièce, un trou taraudé, d'accord, vous voyez le filetage ici, le filetage interne. Un trou taraudé, ça s'appelle généralement un écrou. Bien que dans notre culture, dans la littérature générale, l'écrou c'est ça, ça permet d'assembler. Mais tout ce qui est
fileté, d'accord, de l'intérieur, dans un trou, ça s'appelle un écrou. Par exemple, dans ce principe, j'ai une bouteille. Une bouteille, elle a la tête qui est filetée et le bouchon qui est fileté aussi, mais qui est taraudé. Le bouchon joue le rôle de l'écrou. Alors, pour la représentation, c'est très important. Donc, on peut s'amuser à faire ce dessin, mais c'est fatidique. Donc, on ne va pas faire représenter le filetage, les hélices de filetage. Donc, imaginez que c'est très lent, donc on va passer beaucoup de temps rien qu'à dessiner ça. Donc, les dessinateurs et les ingénieurs, ils ont décidé, on doit simplifier ça. Conclusion, la représentation, c'est ça. Donc, comment dirais-je ici, pardon, on commence par la vis, excusez-moi. On commence par la vis. D'accord? Au départ, cette vis-là, c'était une tige. Voilà. Il n'y avait pas ça. Une tige, donc le diamètre principal, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a venu faire une hélice hélicoïdale, une rainière hélicoïdale. D'accord? On a fait cet usinage. Donc, on a creusé ici, on a enlevé de la matière. Et nous avons maintenant un nouveau diamètre. Ce diamètre-là, c'est le diamètre qui représente le filetage. Normalement, l'origine, c'est ça. On le fait avec un trait fort. L'origine de la pièce, c'était une tige, simple. Après, on a fait l'usinage. L'usinage a creusé. Ce qu'on a creusé, c'est ça. Donc là, c'est la représentation du filetage, en très fin. Vu de dessous, pour voir, donc on voit le cercle plein, c'est le diamètre extérieur, et le filetage avec un 3/4. 3/4, généralement, parce que quand on voit l'hélice, on ne la voit pas se compléter. Donc, on ne la représente pas 3/4, et en même temps, c'est une normalisation pour dire qu'il y a du filetage. La même chose pour l'écrou, mais c'est le contraire. Au départ, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trou. Le voilà. Le trou, le diamètre, c'est ça. Et ici, à partir d'ici. Après, on va usiner le filetage, le taraudage. Ça va creuser à l'intérieur. Donc, au départ, nous avons le trou en très fort, et le taraudage, c'est le trait fin qui indique le filetage interne, ou qu'on appelle le taraudage, c'est donc à l'extérieur. C'est le contraire de la vis. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi bien pour la vis que pour le taraudage, le filetage et le taraudage, toujours ce diamètre-là, le plus grand diamètre, le petit diamètre est égal à 0,8 fois le diamètre, le grand diamètre. D'accord? Il y a un rapport de 0,8 entre les deux. Le voilà. Si jamais on vous donne uniquement ça, on vous dit de trouver ce cercle-là, vous avez la relation entre les deux, et vous trouvez par exemple, si ça fait 1 cm, ça va faire 0,8 cm.